Un nouveau verrou stratégique qui saute à l'est de l'Ukraine. L'armée ukrainienne annonce son retrait de Debaltseve, désormais aux mains des rebelles pro-russes. Les séparatistes qui parachèvent ainsi des avancées militaires débutées durant l'été. Situation très néfaste pour les espoirs de paix, selon Berlin. Le gouvernement français droit dans ses bottes après le passage en force de la loi Macron. Au lendemain de l'utilisation du 49.3, un conseil des ministres s'est tenu à l'Elysée. On n'avait pas de temps à perdre ni de risque à prendre, explique-t-on du côté de la présidence. Et puis une menace de faire échouer le processus électoral. Le chef de Boko Haram, Aboubacar Shekau, est apparu dans une nouvelle vidéo, un document pour prévenir de nouvelles actions contre les prochaines élections présidentielles prévues le 28 mars prochain. Vous regardez France 24, bienvenue dans ce journal. La situation en Ukraine tout d'abord et ce retrait désormais terminé à Debaltseve. Le président Petro Porochenko a lui-même confirmé ce matin le départ de ses troupes de cette ville de l'Est. 72 heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, la ville est donc abandonnée aux séparatistes pro-russes. Les explications de notre envoyé spécial sur la route de Debaltseve, Roméo Langlois. Les militaires, notamment ceux du 25e bataillon, viennent de me le confirmer. Selon eux, l'opération d'évacuation est achevée désormais. Elle a duré toute la journée, elle a commencé très tôt, elle a duré une partie de la nuit. Ça a été une retraite particulièrement difficile sous les bombes, sous des tirs d'artillerie très précis de la part des séparatistes. Plusieurs personnes, plusieurs soldats ont été tués ou ont été blessés, plusieurs véhicules ont été touchés lors de cette retraite. Toute la journée sur la route de Debaltseve, nous avons pu voir des blindés, des tanks, des véhicules de transport de troupes, des véhicules d'artillerie mobile remonter vers le nord en direction d'Artemisk, donc quitter la zone des combats et croiser en sens inverse les ambulances, toutes sirènes hurlantes qui allaient vers la zone des combats pour évacuer les blessés. Alors aujourd'hui, donc les militaires, les responsables disent que l'opération est terminée, qu'ils ont réussi à évacuer tous les blessés de la zone des combats. Les rescapés décrivent un véritable enfer, des combats rapprochés lors des dernières heures et des derniers jours, notamment, particulièrement hier et cette nuit. Ils disent que à aucun moment les séparatistes n'ont respecté le cessez-le-feu, au contraire, à partir du moment jeudi dernier où un accord a été conclu à Minsk, et bien au contraire, les séparatistes, les pro-russes ont redoublé d'ardeur, ont multiplié les attaques pour prendre le contrôle de Debaltseve. Ils sont bien sûr, les soldats ukrainiens sont bien sûr amers. Ils ont perdu une bataille stratégique particulièrement importante pour eux, mais ils disent que la guerre, selon eux, va continuer et qu'ils sont prêts à continuer le combat. Et beaucoup d'inquiétudes exprimées évidemment après ces derniers rebondissements. Berlin parle de situation très néfaste pour les espoirs de paix. Pourtant à Moscou, on ne condamne pas et l'on sous-entend même que Debaltseve n'est qu'un cas isolé. La position russe qui reste inchangée, on est toujours dans le même discours, à savoir un rejet total de toute responsabilité. Écoutez. Le président de l'Ukraine a déclaré à Minsk, à l'époque le 11 février, que Debaltseve ne serait pas un problème, qu'il ne pousserait pas au crime. Nos tentatives suivantes pour débattre de cette question, tenter d'obtenir un accord et une solution à ce problème, n'ont pas porté leurs fruits. Et ce qui devait arriver est arrivé. Une attaque dans la nuit de samedi à dimanche. Cet encerclement, nous nous y attendions depuis le début. Et pour cause. La ligne de cessez-le-feu est au-delà de Debaltseve. Cette ligne est contrôlée par les rebelles. Sergueï Lavrov qui s'est entretenu cet après-midi avec John Kerry, secrétaire d'État américain. Des échanges téléphoniques doivent avoir lieu encore ce soir entre l'Ukraine, la Russie, l'Allemagne et la France. Le 49.3 a été utilisé pour aller vite parce qu'on n'avait pas de temps à perdre ni de risque à prendre. Éclairage ce matin du porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll citant directement le chef de l'État français. L'équipe Valls s'est passée en force sur la loi Macron et l'opposition, elle dégaine du coup à son tour une motion de censure. Elle sera débattue dès demain. Julien Fanciulli. Eux aussi ont dégainé leurs armes. Pas question pour l'opposition de rester les bras croisés face au 49.3. L'UMP annonce le dépôt d'une motion de censure. Nous considérons que les Français ont droit à un vote. Et la question que nous nous posons aujourd'hui, est-ce que vous avez encore la capacité de gouverner aujourd'hui ? La droite et le centre appellent donc à renverser le gouvernement. Mais cette motion de censure, examinée jeudi en fin d'après-midi,
a peu de chances d'être adopté. Impossible en effet pour l'UMP, l'UDI et même le Front de gauche d'atteindre la majorité requise de 289 voix. Si ce scénario se confirme et que la motion est rejetée, la loi Macron pourra alors poursuivre son bonhomme de chemin. Direction le Sénat, qui devra adopter le texte moyennant quelques retouches, puis deuxième lecture à l'Assemblée nationale, un nouveau passage devant les députés qui ne changera rien puisque le 49.3 sera encore valable. Bref, le marathon parlementaire s'annonce long et au final, le gouvernement aura le dernier mot. Et toujours en France, le procureur de Saverne a demandé la mise en examen des 5 adolescents mis en cause dans la profanation du cimetière juif de Sarre-Union. Le mobile antisémite apparaît selon lui clairement dans cette affaire. Au cours de leurs auditions, des gestes, des paroles révélatrices comme des saluts nazis, des crachats sur des symboles juifs ou le fait d'avoir prononcé les mots sale juif aurait donc eu lieu. Une information judiciaire a été requise pour profanation et violation de sépultures en raison de la religion des défunts, dégradation également des biens en Réunion. La riposte annoncée maintenant du Nigeria contre Boko Haram. Dans un communiqué, les forces nigérianes annoncent la mort de plus de 300 combattants depuis le début de la semaine. Selon l'armée, une opération aurait été lancée pour reprendre 11 localités à la secte islamiste. Les explications à Lagos d'Olufumi Davis. Cette information livrée par l'armée nigériane est à prendre avec des pincettes et à mettre au conditionnel. Il n'y a pas de témoins indépendants pour vérifier les propos de Chris Olukade, le porte-parole de l'armée du Nigeria. Mongolie, la zone où se serait située cette action, est à 125 km de la capitale de l'État du Borno, dans une zone qui n'est pas facile d'accès à cause de la menace terroriste. Et ensuite, la vigilance s'impose aussi, car dans un passé récent, des déclarations similaires avaient été démenties ensuite par la réalité. On se souvient par exemple que les militaires nigérians avaient annoncé à plusieurs reprises la mort d'Aboubacar Shekau, le leader de Boko Haram. Alors ce succès de Monguno annoncé cet après-midi tombe à pic pour les autorités du Nigeria. Il viendra en effet contredire la dernière vidéo de Boko Haram postée hier soir sur Twitter. Dans ce message, Aboubacar Shekau, le chef de la secte armée, promettait que ses combattants empêcheraient le déroulement du scrutin du 28 mars prochain. Une chose est sûre, tout comme les autres États de la coalition interafricaine, le Nigeria veut prouver sa détermination à éradiquer la menace Boko Haram. Et dans un contexte politique et économique difficile, Abuja a besoin de bonnes nouvelles. On le rappelle, Goodluck Jonathan, candidat à sa propre élection, est toujours le chef des armées. Et forcément, à moins de 6 semaines du premier tour des élections, le président en titre aurait intérêt à ce qu'il y ait enfin des résultats concrets dans la lutte contre Aboubacar Shekau ces jours. À noter cette information qui nous est parvenue cet après-midi. Une explosion a lieu hier dans la ville d'Abadam au Niger, faisant au moins une vingtaine de morts. De sources nigériennes, il s'agirait d'un bombardement d'avions, mais le Tchad, le Niger, le Nigeria démentent toute implication. Alors s'agirait-il d'un bombardement ou plutôt d'un tir d'artillerie? Pour l'instant, l'armée nigérienne est en train d'enquêter. La France fera tout pour obtenir un accord rapide. Paris espère un compromis avec la Grèce d'ici la fin de la semaine. Déclaration aujourd'hui du ministre des Finances, Michel Sapin. Les discussions engagées jusqu'ici n'ont toujours pas abouti. À 2 jours de l'ultimatum fixé par la zone euro, Athènes semble pourtant montrer sa bonne volonté. Le gouvernement grec a accepté un prolongement de l'aide financière de 6 mois. Il va déposer une demande en ce sens ce jeudi. Karina Chabour, bonjour, vous suivez pour nous ce dossier. Athènes veut bien poursuivre le plan d'aide, mais pas aux conditions actuelles de ses créanciers, on l'aura compris. Ce sont bien les conditions qui sont au cœur des négociations. Oui, alors vous savez, l'enjeu de ces négociations, c'est de débloquer rapidement des fonds pour Athènes, pour qu'elle puisse tenir pendant 6 mois le temps de renégocier un accord de plus long terme avec ses créanciers sur sa dette de plus de 300 milliards d'euros. Et effectivement, ce sont les conditions, c'est-à-dire les réformes que souhaitent imposer ses créanciers au pays qui posent problème. Vous savez qu'Athènes ne veut plus entendre parler de la Troïka, ni de l'austérité. Et puis en plus, elle veut mettre en place des réformes sociales. Ce sont des promesses de campagne auxquelles elle tient. En gros, à 70%, elle est d'accord sur les réformes de ses créanciers, notamment tout ce qui concerne la réforme administrative, la lutte contre la corruption, contre le clientélisme. Là-dessus, elle est tout à fait d'accord aussi sur le fait de réformer, de libéraliser certains secteurs de l'économie, une sorte de loi Macron à la grecque, si vous voulez. En revanche, pour les 30% restants, celles qui touchent à l'austérité, là, ça bloque, puisque Athènes souhaite relever le salaire
minimum au même niveau qu'avant la crise, relever certaines pensions de retraite et veut même stopper certaines des privatisations. Alors en face, ces créanciers, en tout cas les Allemands, sont restés droits dans leurs bottes jusqu'à présent. Ils souhaitaient rester dans le cadre défini avant les élections et de fixer certaines lignes rouges, comme le fait de s'en tenir aux réformes engagées, de ne pas engager de nouvelles réformes qui pèseraient sur les finances publiques et enfin de ne pas revenir sur son engagement de rembourser ses créanciers. Moyennant quoi, les créanciers, ses partenaires européens seraient prêts peut-être à certaines concessions. Je vous propose d'écouter le vice-commissaire en charge de l'euro à Bruxelles. Pour l'Eurogroupe, c'est très clair. La solution la plus réaliste, c'est une extension du programme en cours. Bien sûr, cela signifie aussi, tout en respectant les engagements actuels, une certaine flexibilité. Par exemple, si les autorités grecques préfèrent échanger une partie des mesures sur le programme actuel contre d'autres qui ont la même valeur fiscale, cette possibilité serait certainement examinée et discutée. Alors Karina, dès demain, Athènes devrait donc déposer officiellement sa demande. À partir de là, quel sera le calendrier? Alors cette demande, elle doit être adressée au président de l'Eurogroupe, discutée avec l'ensemble des ministres des Finances de la zone euro, qui doivent notamment vérifier que les conditions, que ces lignes rouges sont bien respectées. Ensuite, ce sera au tour des autres institutions membres de la Troïka, de ces créanciers, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Et puis cette demande, ensuite, elle devra être validée par les pays de la zone euro. Pour certains pays, la validation par les parlements sera nécessaire. Et vous savez que l'urgence, c'est cette date du 28 février, date où expire le plan d'aide de ces créanciers, plan d'aide mis en place en 2012 et dont on attend toujours la dernière tranche de 7 milliards d'euros. Et si aucun accord n'était trouvé à cette date, tout simplement, la Grèce se retrouverait en grande difficulté à court de liquidités dans les prochains jours. Voilà, 28 février, la fameuse deadline à ne pas dépasser. Merci beaucoup, Karina. Un orchestre français à Alger, la scène ne s'était pas produite depuis des années. Après le Moyen-Orient et l'Europe, l'Alma Chamber Orchestra est en tournée au Maghreb, une formation qui compte 43 musiciens issus des plus grands orchestres. Elle est actuellement en Algérie. Un reportage donc à Alger de notre correspondant Kamel Zaït avec Ashreen Verdian. À peine arrivé à Alger, le Alma Chamber Orchestra se dirige vers l'auditorium de la radio algérienne afin de tester les acoustiques et faire une répétition générale. Éminente violoniste, Anne Gravoin, l'épouse du Premier ministre français Manuel Valls, est la directrice artistique de l'orchestre. Pour elle, la musique est porteuse d'un message très fort. La réunion, les gens peuvent se réunir autour de la musique, écouter la même musique ensemble et la ressentir d'une manière unique pour chacun. Voilà, c'est pour ça qu'on fait de la musique. Nous, on va donner le maximum de ce que l'on peut donner ce soir. À la baguette, l'un des prodiges français, le jeune Lionel Bringuier, l'un des plus talentueux de sa génération. Je suis extrêmement heureux et honoré d'être ici en Algérie. C'est la première fois que je viens en Algérie et de jouer ce soir devant le public algérien en direct à la radio. Donc tout le pays peut nous écouter, puis même à travers Internet. Ambiance chaleureuse dans l'auditorium rempli de personnalités. La ministre de la Culture Nadia Labidi ou encore le gouverneur d'Alger Abdelkader Zouk. Après les symphonies de Beethoven et de Mozart, l'orchestre a joué une partition algérienne. Le clin d'œil a été très apprécié par le public. Nous avons passé un moment très spécial. L'orchestre nous a joué les plus grandes symphonies de musique classique et nous a fait la surprise de jouer une partition algérienne. Je suis contente de ce spectacle. Ce genre de rencontre permet le rapprochement entre les musiciens algériens et français. L'Alma Chamber Orchestra se produira aussi à Rabat puis à Tunis dans le cadre d'une tournée au Maghreb.
Et puis avant de refermer ce journal, ces images de fête à Pékin, images du Nouvel An chinois où un incroyable feu d'artifice a été tiré. Plus d'1 milliard de personnes fêtent le passage à cette nouvelle année lunaire. En 2015, on célèbre cette fois l'année de la chèvre, une année placée sous le signe de la chance et de la bonne fortune. Bonne année à tous donc. C'est la fin de cette édition. On va se quitter sur ces images. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est dans 15 minutes environ. À tout à l'heure.